Fin octobre 2025, pendant le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire à Bordeaux, nous avons rencontré l'ONG belge Solsoc, qui soutient les mouvements sociaux et les organisations de la société civile en Afrique, Amérique latine et au Proche-Orient. Les partenaires internationaux de Solsoc, présents dans le forum, ont partagé leurs valeurs de solidarité et de justice sociale. Bonjour, je m'appelle Victor Romero Amigo et donc je suis membre d'une ONG belge qui s'appelle Solsoc et qui fait partie de ce qu'on appelle l'Action commune socialiste en Belgique, donc qui est liée à l'équivalent de la CGT syndicale en France, mais aussi au PS belge et à la mutuelle de santé Solidaris, qui est une mutuelle de santé de cette action commune. Et donc on est une ONG qui fait cette synthèse de ces différentes composantes, mais qui va surtout mener des actions avec différents partenaires dans 8 pays sur la question du travail décent en coopération au développement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle était l'origine de création de cette ONG et depuis quand ça existe? Pourquoi que certains pays qui sont partenaires, l'origine de ce projet? Donc l'origine, elle prédate ma naissance, je n'étais pas encore né, mais l'origine historique, en tout cas les anciens collègues qui n'étaient eux-mêmes pas nés mettent souvent en avant, c'est que donc on a eu la guerre civile en Espagne avec pas mal de réfugiés et à cette époque-là, le mouvement socialiste belge a donc décidé d'accueillir des réfugiés espagnols et à partir de là, s'est construit un mouvement de solidarité internationale. Après, dans la construction, on a eu aussi des mouvements de solidarité, notamment avec les mouvements de résistance aux régimes dictatoriaux en Amérique latine, comme le Chili, comme la Bolivie, dans certaines phases de son époque. Et donc, à partir de là, et je crois dans les années 80, Solsoc s'est structuré en tant qu'ONG de coopération au développement, a développé des liens avec des pays africains. Depuis les années 80 aussi, on travaille en Palestine et donc notre réseau actuel de partenaires et les pays dans lesquels et les régions dans lesquelles on travaille s'est structuré un peu avec cette histoire qui est aussi liée au développement de la coopération internationale, la coopération au développement. Voilà, donc nous on était à la base Solidarité Socialiste et depuis 2018 on a contracté ça pour dire Solsoc. Et aujourd'hui, en 2025, comment se positionne Solsoc? Solsoc, je vais répondre de manière un peu ambivalente parce que d'une part on est toujours très engagé sur, on va dire, un gros agenda qui est l'agenda de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, de laquelle sont membres les syndicats et dans laquelle les mutuelles sont parties actives, mais aussi les employeurs et les États. Donc cet agenda qu'on appelle du travail décent, et ce mot décent est important, qui recouvre différents piliers. Mais à côté de ça, c'est pour ça que je parlais d'ambivalence, c'est qu'actuellement on est dans une phase un peu sombre de la coopération internationale. C'est le cas en France où le gouvernement a décidé des coupes, mais c'est aussi le cas en Belgique. Et c'est encore plus le cas en Amérique où on a eu beaucoup de débats sur l'arrivée de Trump et notamment les coupes sombres, comme on dit, dans USAID qui ont été opérées à plus de 80%. Donc là, nous, on est dans une phase un peu ambivalente parce qu'on arrive à la fin d'un programme et on sait que le programme suivant sera coupé de 25%. Donc dans un forum comme celui-ci qui est lié à l'économie sociale et solidaire, forcément, nous, on veut aussi promouvoir la solidarité, pas juste en Europe, mais aussi internationale. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la situation politique dans différents pays qui change la vision des choses. Tout à fait. Et alors ça c'est un retour, on a eu des ateliers ces 2 derniers jours en amont du forum pour discuter, comme on a des partenaires de 8 pays, d'Amérique latine, d'Afrique, de Palestine. Et ils nous disent l'Europe a toujours été une boussole, au moins en tout cas dans les termes ou dans les principes, sur les valeurs morales que vous défendiez, sur le schéma de protection sociale, sur les libertés individuelles, collectives que vous aviez. Et on est en fait très inquiet de ce qui se passe actuellement, quoi. Donc en Belgique aussi, on a des lois qui sont très restrictives sur les questions ou qui vont devenir très restrictives sur la protection sociale, sur la précarisation des individus, sur la collectivisation et la solidarité qui peut se faire au sein d'une société. Et donc nous, en tant qu'organisation de la société civile, on est très préoccupés là-dessus. Et donc on était pas plus tard qu'il y a 2 semaines dans la rue pour aller manifester. Et on l'a fait très régulièrement ces derniers temps. Donc il y a un vrai mouvement, mais assez peu d'écoute des gouvernants qui ont un agenda au même titre que le gouvernement ou les gouvernements français ont eu sur une logique purement comptable d'austérité avec une vision très court-termiste et des coupes dans tout ce qui fait pour moi société et ce qui représente la solidarité.
Mais là, vous êtes présent dans ce forum mondial d'économie sociale et solidaire à Bordeaux. Vous montrez vos projets, vos réussites, vos photos, vos partenaires sont aussi là. Oui, projet réussite, certes, mais c'est aussi ce qu'on veut projeter dans l'idéal. Donc l'idée dans cette exposition-ci, c'est de dénoncer quelques dérives potentielles ou actuelles autour des questions et des débats autour de la transition énergétique, du Green Deal, etc. Mais aussi plus largement de notre modèle néolibéral qui a des impacts qu'on ne voit pas suffisamment en Europe, mais qui a des impacts sur le terrain. Ce qu'on veut montrer à travers cette exposition, c'est des messages porteurs d'espoir par nos partenaires eux-mêmes, quoi. Donc c'est eux qui ont construit cette exposition. Et donc l'idée, c'est que oui, on essaye de construire des contre-discours ou en tout cas des visions un peu alternatives, pas juste sur le côté budgétaire comme vous le mentionnez, mais aussi sur des initiatives concrètes de solidarité et d'espoir, quoi. Il y a les thèmes aussi porteurs dans votre travail, donc travail décent, comment faire face à ces changements climatiques, comment valoriser le travail des femmes, questions de santé, d'alimentation, comment ne pas se perdre malgré les difficultés budgétaires et contexte politique, comment mener à bien ces collaborations et montrer qu'il y a un autre monde possible. Je pense que l'exemple le plus parlant, c'est le travail de nos partenaires. Ils sont toujours super optimistes. On a des partenaires congolais, on a des partenaires palestiniens dans des situations bien plus dramatiques que la nôtre, qui ont des messages toujours porteurs d'espoir. On avait récemment un partenaire palestinien qui est venu en Colombie pour faire un échange de regards entre les deux pays avec des degrés différents. Évidemment, la situation en Palestine est tout à fait dramatique, mais il mettait en regard la difficulté du conflit colombien. Et entre ces deux partenaires, on avait un dialogue sur le fait de semer dans le désespoir. Et donc, il y a une grande capacité des partenaires et toujours beaucoup d'optimisme. Ça nous permet aussi de relativiser les problèmes qu'on peut avoir ou qu'on a en tant qu'Européens par rapport à des situations où ils arrivent à toujours trouver des solutions pour que ça aille mieux. Et on va donner parole tout à l'heure à vos partenaires qui sont là sur le stand. Ça aussi, c'est une réussite de les faire venir ici à Bordeaux. Oui, je peux en profiter de votre question pour souligner aussi que donc, 2 partenaires sénégalais n'ont pas eu leur visa. Donc c'est assez dramatique de la part de la diplomatie française. Il faut savoir que beaucoup de partenaires africains sont passés par la Belgique à cause des enjeux diplomatiques avec la France. Mais ce n'était pas non plus une sinécure, donc c'était assez compliqué aussi de les faire venir. Et donc on a quand même des obstacles et manifestement j'ai entendu dans le forum qu'on n'a pas été les seuls confrontés à cela. Mais en tout cas c'est vraiment chouette de les avoir et c'est toujours très riche d'avoir leurs échanges d'expériences. On voit que dans des situations totalement différentes, ils arrivent à échanger, à se tirer vers le haut en tant que réseau de partenaires et c'est vraiment super chouette, quoi. Et nous donner peut-être certains exemples des voies possibles, des solutions possibles. Oui, tout à l'heure c'est amusant parce que des personnes sont venues donc visiter l'exposition et je leur disais au final il y avait eu ce film Demain autour de la transition écologique qui a pas mal fait bouger les lignes, je pense, dans l'Europe francophone. Mais on a donc ici un message de partenaires du Sud global. Et donc c'est intéressant d'avoir ce type de discours, surtout quand on voit que les discours climatiques sont pas mal battus en brèche en Europe. Comment voyez le futur de votre ONG ? De notre ONG, on sera toujours présent pour nos partenaires. On va tout faire en sorte pour que la solidarité internationale ne soit pas juste des mots, mais les mettre en pratique. Donc on va tout faire pour conserver le plus de moyens possible et trouver des solutions pour soutenir avant tout nos partenaires parce que c'est ça qui compte en priorité. Et vous personnellement, pourquoi vous vous êtes engagé dans ce moment ? Pourquoi suis-je engagé ? Il faudrait faire une psychanalyse. Voilà, moi je suis fils d'immigrés, je pense que j'ai un passif familial qui fait que la Belgique a été une terre d'accueil pour mon père. Pour moi c'est important du coup de pouvoir valoriser ça et ça me semble tout à fait fondamental qu'en tant que citoyen on s'engage aussi pour plus de solidarité. Pour moi c'est aussi le sens et les mots qu'on peut mettre derrière, le mot citoyenneté, de pouvoir vraiment s'engager, que ce soit dans un travail associatif, que ce soit à travers un métier, mais pour moi dans des causes qui me paraissent justes et je trouve que le dialogue international est tout à fait fondamental. Après j'ai étudié les relations internationales, etc. Donc c'est un peu une porte d'aboutissement qui est assez logique de travailler dans une ONG internationale pour ça, quoi. Donc vous croyez que le pouvoir des citoyens a une force ? Il n'y a pas que les solutions politiques, il y a aussi la voix des citoyens.
On n'a eu aucun droit sans l'avoir arraché avec une lutte ferme. Je pense qu'on a vu les mobilisations citoyennes sur la Palestine. En Belgique, elles ont été très fortes. Ça a pu permettre de faire bouger les lignes politiques. Sur les questions de droit au travail, sans mobilisation syndicale, sans grève de nos ancêtres ou les ancêtres de nos ancêtres, on n'aurait probablement pas de congés payés, on n'aurait probablement pas de protection sociale, de pension. Ça, c'est des éléments qui me semblent tout à fait fondamentaux pour pouvoir lutter contre les inégalités qui sont de plus en plus exacerbées dans un monde qui malheureusement, on va dire, se polarise d'une part, mais s'atomise dans le sens où on est de plus en plus renfermé peut-être sur nous-mêmes. Et un forum comme celui-ci permet aussi de faire des liens, de rencontrer des gens, de discuter, de confronter des points de vue. Alors évidemment, on a plutôt une convergence de vues avec les gens qui sont ici, vu que c'est des gens qui sont dans l'économie sociale, mais ça amène quand même aussi à trouver d'autres voies pour faire une société différente, quoi. Merci. Merci. Et on va interroger vos partenaires maintenant. Merci. Bonjour, je m'appelle Espérance Kaneza. Je suis la secrétaire exécutive de la plateforme des acteurs des mutuelles de santé au Burundi, la PAMUSAB en sigle. Et vous êtes là aujourd'hui à Bordeaux? Oui, je suis là aujourd'hui à Bordeaux pour participer à ce forum d'économie sociale et solidaire parce que dans notre organisation, nous travaillons dans le domaine des mutuelles de santé qui sont également des initiatives d'économie sociale et solidaire. La plupart des fois, on oublie de les associer à ce mouvement, alors que ce sont des entités qui représentent en tout cas valablement l'économie sociale et solidaire. Donc là, vous êtes sur le stand Solsoc et quelles questions vous posent les visiteurs? Alors, la grande question qu'ils me posent, c'est de savoir d'abord qu'est-ce que Solsoc fait, qu'est-ce qu'elle fait avec ses partenaires. Et donc, moi, j'essaie d'expliquer ce que nous faisons dans notre pays, au sein de notre organisation. En fait, c'est une plateforme des acteurs des mutuelles de santé. Si j'essaie de dire l'historique, dans notre pays, au Burundi, généralement, c'est uniquement les travailleurs du secteur public qui pouvaient accéder aux soins de santé à travers une mutuelle de santé qui a été mise en place par la fonction publique. Mais le reste des travailleurs qui ne sont pas du monde formel étaient laissés à eux-mêmes. Donc, si vous tombez malade, vous êtes obligé de vous prendre en charge à 100%. Et donc, c'était ce contexte-là que nous traversions. Et avec l'appui de Solsoc, nous avons commencé à appuyer des ménages du secteur informel et nous avons commencé à travailler essentiellement avec les caféiculteurs du Burundi qui représentent plus de 60% des agriculteurs dans notre pays. Et donc, ils avaient un mécanisme d'accès aux soins de santé alors qu'ils jouent un rôle très important dans l'économie du pays parce qu'ils cultivent du café qui est exporté et qui fait rentrer des devises à notre pays. Mais la plupart des fois, on voyait que c'était des ménages qui vivaient dans la précarité. Et donc, on a commencé à mettre en place des mutuelles de santé pour leur faciliter l'accès aux soins de santé. Parce qu'à côté de cet accompagnement qu'on faisait, il y a d'autres défis auxquels on était confrontés et qui avaient besoin d'un plaidoyer pour qu'on puisse porter notre voix plus loin. C'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place la plateforme qui aujourd'hui travaille sur la structuration du mouvement mutualiste au niveau du Burundi, de toutes les questions de plaidoyer pour qu'il y ait un cadre législatif qui puisse rendre plus facile en fait, la mise en œuvre de tout ce programme d'appui aux mutuelles de santé. La participation dans ce genre de forum, c'est d'abord de parler de ce que nous avons vécu, c'est partager l'expérience, c'est également d'apprendre d'autres initiatives qui ne sont pas mutualistes, mais qui peuvent nous intéresser, qui peuvent intéresser nos partenaires qui sont restés au Burundi et qu'on peut leur partager et développer. Bonjour, je m'appelle Amina Zahir, présidente d'Action Femmes des associations de quartier de Casablanca. C'est un réseau local à Casablanca. Nous travaillons sur 3 axes principaux, c'est l'économie sociale et solidaire et la protection sociale du droit du travail. Donc, dans l'aspect économie sociale et solidaire, nous avons une expérience vraiment spéciale. Nous, on fait l'accompagnement technique, méthodologique et même financier aux femmes dans la situation vulnérable, que ce soit veuves, divorcées ou victimes de violences. Mais on les accompagne à travers nos associations locales dans le quartier populaire pour qu'ils puissent avoir premièrement un métier en main et après
se regrouper dans une initiative d'économie sociale et solidaire. Donc notre processus d'accompagnement se base sur 3 axes fondamentaux, donc c'est en parallèle. Donc premièrement, leur appris le métier, deuxièmement, la technicité et tous les aspects administratifs, financiers, la gestion de conflits et tout. Et d'autres choses, c'est comment ils peuvent appliquer les principes d'économie sociale et solidaire dans leurs initiatives. Non seulement elles veillent pour tous les aspects économiques, mais elles font toutes les actions par rapport à l'intérêt général. Elles font des matchs de foot, que ce soit les jeunes filles. Elles font l'exploitation des jardins au sein de leur quartier. Et ça, pour encourager la population dans les quartiers à adresser à ces initiatives pour l'achat de leurs besoins. Et un des tiers de leurs revenus, ça s'adresse à ce genre des actions. Et notre contrepartie, c'est qu'elles font le même processus avec d'autres femmes au sein du quartier pour les aider à créer leurs propres projets. Même il y a des coopératives qui donnent un tiers de leurs machines, de leur équipement à un regroupement de femmes pour qu'ils puissent commencer leur activité génératrice de revenus. Vous pouvez donner quelques exemples de quel métier s'agit-il? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Comment elle travaille? Oui, premièrement, on a commencé par les métiers classiques des femmes, donc pâtisserie, restauration, la coiffe esthétique, le broderie et la couture. Après, ça fait 5 ans maintenant, on a commencé de fréquenter d'autres métiers sont traditionnellement réservés aux hommes. Par exemple, menuiserie, boucherie et d'autres métiers, carrelage, bâtiment et d'autres. Donc, on a maintenant des coopératives spécialisées dans ces métiers-là. Donc, on a commencé dès le départ d'encourager les femmes dans le quartier à exercer ces métiers et on a fait des formations dans ces métiers-là. Et enfin, on a eu des coopératives féminines spécialisées dans ces métiers. C'est un instrument, un outil pour lutter contre les stéréotypes. Il n'y a pas des métiers pour les hommes et des métiers pour les femmes. Donc, c'est la compétence qui compte. Ils ont premièrement avoir la reconnaissance de l'entourage. Donc, ils croient à elle. Pourquoi? Parce que la qualité de produit, l'innovation et aussi le respect des délais. Ça, ce sont des compétences que la population n'a pas trouvées à d'autres. Premièrement, c'était difficile parce qu'ils n'ont pas accepté que la femme puisse porter le bois et faire quelque chose de menuiserie. C'est incroyable. Donc, c'est un métier réservé aux hommes. Ils ont exercé ce métier. Là, ils ont la reconnaissance de l'entourage. Premièrement, de leur famille et deuxièmement, de la majorité des populations. Et plus que ça, ils ont vraiment la rentabilité économique. Donc, elles ont décidé de faire des ateliers pour former des jeunes filles qui n'ont pas continué leurs études, donc pour qu'ils puissent les intégrer dans différents niveaux de leurs activités génératrices de revenus. Nous, on a ces coopératives, maintenant on a 70 coopératives. Ces coopératives, ils ont créé un réseau régional. Pourquoi? Pour faire le plaidoyer à des problématiques majeures. Par exemple, on a un vrai problème, c'est l'accès à la protection sociale des travailleurs et travailleuses dans le secteur de coopératives. Ils ont aussi une caisse solidaire, aussi des caisses d'urgence. Même, ils ont élaboré une charte éthique sur les principes d'économie sociale et solidaire. C'est la création des richesses et la création des emplois. C'est ça notre rêve, pour avoir vraiment une économie équitable et égale dans cette économie capitaliste, là où elle exclut toutes les personnes qui sont marginalisées et vulnérables. Donc nous luttons et nous continuons pour un monde juste et inclusif. Bonjour, moi c'est Gabrielle Perrault, je viens de la RDC. Alors, je suis du CNADEP, qui veut dire le Centre national d'appui au développement et à la participation populaire en sigle. C'est une organisation congolaise qui existe depuis 25 ans. Et nous sommes partenaires de Solsoc, qui est une organisation belge. C'est dans ce cadre que nous avons été conviés à ce forum sur l'économie sociale solidaire, parce que nous accompagnons dans le Katanga, à Kolwezi, le grand Katanga, principalement à Kolwezi, une coopérative minière, et miniers artisanaux, de cobalt. Alors, comme vous le savez, la RDC, c'est l'un des plus grands, c'est le premier producteur de cobalt dans le monde. Et que lorsqu'on voit les potentialités en ressources naturelles de la RDC,
et les conditions de vie des communautés, cela pose quand même assez de problèmes de compréhension pour se dire mais comment on peut avoir ce contraste. Donc de l'autre côté, il y a cette production industrielle assez importante, mais de l'autre côté, il y a les impacts que subissent les communautés, notamment sur l'air, sur l'eau, etc., mais aussi sur les conditions de vie même des communautés locales. Donc ça, c'est déjà un problème, qui vivent dans une précarité assez difficile, mais aussi de l'autre côté encore, il y a l'exploitation artisanale du cobalt, dans lesquels il y a des milliers d'artisanaux miniers qui subissent également aussi des violations de leurs droits parce qu'ils n'ont pas des sites dédiés à leur exploitation, parce qu'ils n'arrivent pas à vendre à un prix juste leurs produits, parce qu'ils travaillent sans équipement de protection, etc. Et c'est dans ce contexte-là que nous les accompagnons pour réclamer plus de droits, réclamer plus de justice, mais aussi demander à l'État congolais de pouvoir mettre à leur disposition des sites qui sont dédiés pour qu'ils travaillent en toute sécurité et éviter des affrontements réguliers avec les compagnies minières, parce que ces artisanaux travaillent dans la plupart des cas dans les concessions qui appartiennent aux communautés, aux entreprises minières. Concrètement, quels changements ont pu avoir lieu suite à vos actions? Nous avions obtenu du gouvernement la mise en place d'un centre de négoce pour permettre à ce que les minerais qui est vendu par les artisanaux soit vendu à un prix juste, parce que dans ce centre de négoce, il y a des équipements de mesurage, de pesage du minerai qui sont de qualité, mais aussi juste, contrairement à ce qui se passe maintenant, parce qu'actuellement, avec les acheteurs, les négociants et d'autres comptoirs, etc., ce sont des appareils de pesage qui sont truqués. Et c'est eux qui fixent le prix. Donc, on vous dit, soit vous prenez, c'est à prendre ou à laisser. Mais avec le centre de négoce, il y a des équipements qui sont adaptés où ils peuvent venir vendre leurs minerais en toute sécurité. Mais malheureusement, ce centre de négoce est là, mais il n'est jamais opérationnel pour des raisons que nous ne comprenons pas. Concernant santé, vie sanitaire de ces ouvriers, de ces travailleurs, est-ce qu'il y a quelques avancées? Non, malheureusement, la situation des creuseurs ou des creuseurs miniers du Katanga ne fait que s'empirer. Parce que, comme certains le savent certainement, ils travaillent sans équipement de protection. C'est vraiment à main nue. Ils sont obligés d'entrer dans des trous qui font 20 mètres, 30 mètres, et parfois ils subissent des éboulements, etc. Et ces impacts, ils les subissent dans leur corps. Pas seulement eux, mais aussi toutes les femmes qui amènent les enfants dans les sites miniers, etc. Vous avez des maladies, vous avez des malformations. Et voilà, donc la situation ne s'améliore pas parce qu'il n'y a pas de politique d'encadrement. Et le travail aussi de plaidoyer que nous faisons, c'est que le gouvernement puisse mettre en place des mécanismes d'encadrement de ces miniers et pourquoi pas leur fournir des équipements appropriés afin que leur santé ne soit pas impactée. On a constaté que dans le secteur minier, il y a beaucoup de similarités avec d'autres pays de l'Amérique latine, etc. Et ensemble, on essaie de partager des meilleures expériences. Comment nous pouvons faire pour accompagner les miniers, mais aussi c'est un moment pour lancer des alertes non seulement au niveau national mais aussi international, parce qu'il y a des entreprises minières qui travaillent au Katanga, ce sont des entreprises internationales qui sont européennes, qui sont américaines, etc. Donc pour nous, c'est aussi alerter ces pays-là pour dire, mais écoutez, il y a des exigences sur le plan international pour ces entreprises-là que ces entreprises ne respectent pas, surtout à l'endroit des communautés locales. Elles déversent des déchets dans des rivières, elles polluent l'air, mais dans l'accompagnement, dans la réponse aux revendications des communautés, il y a pratiquement ce silence assez coupable, ou même s'ils agissent, ils n'agissent pas comme cela devrait être. Hola, soy Luisa Arredondo Sánchez. Luisa Arredondo Sánchez. Hago parte de la Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI. Je fais partie de l'association ATI, Association de Travail Interdisciplinaire. Es una organización no gubernamental colombiana C'est une organisation non gouvernementale colombienne que trabaja hace 40 años con organizaciones campesinas, indígenas y en general organizaciones que trabajan en la ruralidad colombiana. On existe depuis 40 ans, on travaille avec des organisations paysannes, des organisations ethniques communautaires et en général des organisations qui travaillent dans la ruralité.
principalmente para trabajar en temas relacionados con la alimentación, la soberanía alimentaria y iniciativas desde el enfoque de la economía social y solidaria. Donc on travaille sur les questions de souveraineté alimentaire, d'agroécologie, mais aussi avec une entrée ou un focus sur l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret? ¿Pueden dar un ejemplo concreto? Nosotros estamos proponiendo que nuestro sistema agroalimentario en Colombia tenga una transición hacia un sistema más local y agroecológico. Donc on propose un changement du système agroalimentaire au niveau du pays et qui aille vers plus d'agroécologie et plus de circuits courts, de circuits locaux dans la distribution et derrière la consommation. Y frente a ello, el ejemplo concreto es lo que venimos trabajando con los sindicatos de la industria agroalimentaria, con un proceso productivo de una escuela agroecológica sindical. Donc on a un exemple très concret qu'on a travaillé avec des organisations syndicales qui ont commencé à développer une école agroécologique pour les travailleurs de l'agroindustrie. Que se vincula con un mercado local, obrero campesino, donde se llevan los productos que ya están saliendo de este espacio, más los productos de otras familias locales. Et donc ces travailleurs vont s'articuler ou se joindre à des initiatives qui sont portées par des paysans et notamment des producteurs locaux ou familiaux, et donc ils vont se rencontrer pour pouvoir produire mieux. Y esto se está articulando con un centro de acopio que estamos desarrollando en este momento para que las familias, tanto de los trabajadores como de las comunidades, puedan tener acceso a una alimentación mucho más sana y a precios sostenibles. Et ça se développe aussi avec un hangar qui permet aussi aux familles des travailleurs et aux familles des quartiers populaires d'avoir un accès à une alimentation saine et durable à un prix qui soit abordable pour eux. Merci pour votre témoignage et merci pour votre traduction. Pouvez-vous dire par qui était traduit cet entretien? Victor Romero Amigo, j'avais déjà pris la parole plus tôt, donc voilà, avec plaisir, le couteau suisse belge espagnol. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Le Charlier, je travaille chez Solsoc. Je travaille pour le service de mobilisation citoyenne et politique de Solsoc, donc on cherche à sensibiliser les citoyens et faire du plaidoyer politique. Et j'ai coordonné cette campagne et la réalisation de l'expo, entre autres. Just, ouais. Expo est magnifique. Et elle est présente là pendant le Forum d'économie sociale et solidaire à Bordeaux. Et c'est vrai, les images sont belles, mais en même temps, elles interpellent. Oui, en fait, on a voulu à la fois montrer des injustices flagrantes qui ont lieu, soit des catastrophes environnementales, ou des dérives un petit peu d'une transition écologique, mais qui causent en fait de l'injustice aussi dans le monde, notamment avec l'extraction minière. Mais on a voulu montrer surtout comment les personnes concernées donc dans ces différents pays, en Afrique, en Amérique latine, comment ils s'organisent pour résister, pour proposer des alternatives, voilà, pour inventer un nouveau modèle dans cette transition qui soit aussi juste. Donc pas seulement des victimes d'injustice, mais aussi des acteurs de leur sort, de leur destin et puis d'un monde juste et durable. Donc, voilà. Et certaines structures sont présentes aujourd'hui sur votre stand. Donc il n'y a pas que la photo, il y a aussi le témoignage direct. Oui, tout à fait. On a voulu inviter les partenaires dans ce forum parce que c'est eux qui sont effectivement les premiers acteurs sur le terrain de nos projets. On les soutient, mais aussi on apprend mutuellement. Donc on est venus ici ensemble pour partager les expériences et entre nous aussi continuer à apprendre des choses. Je vois à votre stand, il y a toujours de monde, ça interpelle plusieurs personnes. Qu'est-ce que vous attendez de cette présence à ce forum mondial à Bordeaux? On attend de pouvoir montrer ces différentes initiatives, présenter les acteurs qui les mènent, qui les appuient, montrer que l'économie sociale et solidaire, c'est partout dans le monde que ça peut se développer, que c'est réellement des alternatives constructrices et donc il faudrait que ça devienne un modèle dominant et pas seulement en Europe. Et donc une transition écologique aussi dans cet esprit de justice sociale doit pouvoir concerner tout le monde. Et donc là on montre qu'ils sont concernés, c'est eux-mêmes qui sont en première ligne et voilà, je pense que c'est ça qui attire les gens en plus des photos de l'expo.
de voir qu'il n'y a pas que des Français ou des Belges qui sont ici, il y a des gens de partout.